Merci, Monsieur le Président de l'Académie de géopolitique de Paris. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter parmi ces illustres personnalités que je salue. Et bien entendu, vous me permettez de saluer aussi les personnes qui sont présentes ici, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque ô combien important, parce que la question des droits de l'homme est plus que jamais d'actualité. Si j'ai choisi de communiquer sur les discriminations au miroir des droits de l'homme, c'est parce que ce qui se passe actuellement en France, où moi je suis venu très jeune, avec mon père qui était mineur dans le nord de la France, qui ne savait pas lire et écrire le français, mais qui avait l'amour des études, qui m'avait donc donné cet amour de la connaissance, du savoir. Bon, j'essaye d'être à la hauteur de votre confiance, Monsieur le Président. Donc, pour moi, vous savez, je commence par une actualité. Le projet loi immigration vient d'être rejeté par l'Assemblée nationale. Et alors, vous savez, Monsieur Darmanin est allé très loin. Certains ont dit qu'il est allé trop loin, d'autres ont dit pas assez. Du coup, le texte est bloqué parce que moi, je me demande, quand on parle des droits de l'homme, comment on peut supprimer l'aide médicale d'État. Mais ça, ce n'est que l'introduction. En fait, je suis inquiet parce que mes travaux, effectivement, portent sur les questions migratoires. Peut-être que quelque part, je cherchais la figure du père, que je n'ai pas vraiment connu, parce que jeune, il était émigré. Une fois qu'il m'a emmené ici, il est mort quelque temps après. Je me suis intéressé à ces questions qui me semblent fondamentales, parce qu'elles sont constitutives, en fait, des sociétés humaines. Nous sommes tous, quelque part, des immigrants, ou issus de l'immigration. Donc, c'est un thème universel. Les grands sociologues, comme Marcel Mauss, comme Durkheim, se sont interrogés, mais trop rapidement, sur ces questions fondamentales. Donc, au miroir des droits de l'homme, la question, évidemment, des discriminations constitue une atteinte manifeste et incontestable contre les droits de l'homme et leurs pratiques. Quand on observe ce qui se passe actuellement, non seulement en France, dont je ne suis pas là pour faire le procès, mais aussi dans les autres pays d'Europe, force est de s'inquiéter du développement des extrêmes, et il n'est jamais bon pour une société de prendre l'autre comme bouc émissaire. Ce n'est pas de bon augure. Et cette année, on célèbre donc le 75e anniversaire des droits de l'homme, des Nations Unies, 48, et en même temps ce qu'on a appelé la marche des beurs, alors qui était simplement la marche pour l'égalité contre le racisme. La question des discriminations touche d'abord les femmes, parce qu'elles sont victimes dans toutes les sociétés des discriminations, donc ce n'est pas l'objet de mon intervention. Moi, j'axerai plutôt sur, si vous voulez, des discriminations qui portent atteinte aux droits des migrants issus des pays d'Afrique anciennement colonisés ou bien des colonies actuelles, les dom-toms. Qu'est-ce que j'observe? J'ai été cofondateur et co-initiateur du projet du premier observatoire de lutte contre les discriminations. On observe un développement des discriminations et surtout à partir des années 80, celles-ci n'ont pas cessé de se développer sous l'impulsion des partis politiques d'extrême droite ou de droite extrême, disons nationalistes, se sont développées parce qu'elles ont pris racine dans le contexte d'une crise économique, sociale, culturelle, identitaire. Je parle de la société française, mais on peut élargir même à d'autres pays d'Europe. Cette crise, on l'a réduite souvent à la question du chômage et de l'emploi. Or, en réalité, elle n'est pas seulement que cela. C'est beaucoup plus profond, c'est une crise multidimensionnelle. Pour moi, il y a même une crise de sens, une crise des valeurs et une crise de sens. Qu'est-ce qu'être français
Où va la France? Quelle est la place de la France dans l'Europe, dans le monde? Donc la construction de l'Europe, plus la mondialisation, interroge, questionne, angoisse même, parce qu'il y a des partisans pour, il y a des partisans contre. Depuis que l'on a érigé l'immigration dans la fonction du bouc émissaire, à partir des élections de Dreux en 1983, à ce moment-là, ce qu'on a appelé le Front National n'était pas encore très performant. Mais ce que moi j'observe comme sociologue, c'est qu'au fur et à mesure que la crise de la société globale s'aggravait, s'approfondissait, le Front National prenait de plus en plus de place dans la société française. Ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Autriche est plus qu'inquiétant. Mesdames et messieurs, plus qu'inquiétant parce que ça nous fait penser aux tristes années noires des années 30. Les années 30 où la question de la préférence nationale avait déjà été posée. Or, un parti qui se fonde sur la préférence nationale au plan idéologique, est-il dans le respect des droits de l'homme? Non. Normalement, à partir du moment où vous annoncez que vous avez un programme politique qui a pour but la préférence nationale, c'est-à-dire de mettre de côté des êtres humains considérés comme inférieurs ou n'ayant pas les mêmes droits que les nationaux, vous tombez dans la discrimination et donc dans la violation ou dans le déni des droits de l'homme. Ces partis qui se fondent sur la xénophobie, qui donc ont alimenté les discours racistes et antisémites. Au fond, comme je suis arrivé jeune en France, je ne reconnais plus la France où j'ai vécu quand j'avais encore l'espoir de vivre longtemps. Et je constate qu'il y a eu un glissement petit à petit. Avant, il y avait une gauche, une droite, comme les républicains et les démocrates, comme les travaillistes et les conservateurs en Angleterre. Mais en France, avec l'arrivée de M. Macron, le champ politique a tremblé, c'est devenu comme une sorte de séisme. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est que le Front National a mis donc un programme, axe central, l'immigration, qui est constitué comme bouc émissaire. En fait, l'immigration, ce n'est pas un problème, c'est elle qui révèle les problèmes. Elle a une sorte de fonction miroir. Elle permet donc aux citoyens, citoyennes de regarder, de se voir dans la réalité telle qu'elle est. Et on n'a pas cessé de créer un fossé entre les migrants ou leurs descendants et les nationaux dits, entre guillemets, de souche. Mais il n'y a pas de souche, je ne crois pas aux souches, moi. Je crois que toutes les souches ont quelque chose de douteux. Et ce qui est inquiétant, c'est la lépinisation des esprits, ici, pour parler que de la France. Au lieu de combattre directement le Front National est devenu le Rassemblement National, tous les partis, sauf ceux de gauche qui ont encore quelques convictions, partent à la chasse des idées du Front National. C'est-à-dire, d'une certaine manière, même si Marine Le Pen, avant lui son père, n'ont pas accédé au pouvoir, leurs idées n'ont pas cessé de progresser et des politiques courant derrière des thématiques qui sont pour le moins déshonorantes pour la France, parce qu'elles violent les droits de l'homme. Elles ne donnent pas une image de la France telle que moi je la vois et d'autres à travers le monde comme pays de la Déclaration des droits de l'homme. Mais à voir ce qui se passe, ce n'est plus le pays c'est seulement le pays de la Déclaration des droits de l'homme et non pas de la pratique. Parce que la question donc des discriminations, la marche des beurs, ce qu'on a appelé la marche des beurs, en vérité, c'était une marche contre le racisme et pour l'égalité. L'égalité est un concept fondamental quand on parle de discrimination. Or, quand vous êtes, les discriminations touchent
évidemment beaucoup de personnes, pas seulement les immigrants et leurs descendants, mais moi je me suis centré sur ce que je connais le mieux. Elle touche donc des personnes issues de l'immigration, des anciennes colonies ou des colonies actuelles et leurs descendants. Quand on examine de près, parce que j'ai cofondé donc le premier observatoire de lutte contre les discriminations, le GELD, on voit bien que l'accès, pour commencer, l'accès à l'éducation, il y a des discriminations, ce que j'appelle institutionnelles, au sein de l'institution scolaire. Il y a des discriminations au sein de la justice, malheureusement. Il y a des discriminations au sein de la police, les contrôles d'identité au faciès. Je ne fais pas du tout le procès de la police en ce qui me concerne. Je me garderai bien, et de toute façon, sinon je serai expulsé par M. Darmanin. Donc ce n'est pas mon propos, mais je constate qu'il y a des discriminations, donc, vous voyez, institutionnelles, contre l'institution scolaire, qui est le lieu du creuset de l'intégration, discrimine, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des sociologues spécialistes de la sociologie de l'éducation. Quant à l'école, on vous oriente vers des métiers qui ne sont pas ce que vous désirez et pour lesquels vous êtes même doué. C'est quand même terrible, c'est difficile à accepter, surtout dans un pays comme la France qui a quand même, Dieu merci, des valeurs en part qui ont fait que le Front National n'a pas encore accédé au pouvoir, mais peut-être en 2027. Je ne dirais pas Inch'Allah parce que ce serait grave. Et donc, si vous voulez, pourquoi les jeunes sont partis? Il faut que vous sachiez quand même que c'est très difficile parce que j'entends des discours terribles. Je ne sais même pas comment réagir. Le grand remplacement. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand remplacement quand la population d'origine étrangère totale ne dépasse pas les 12,5%? C'est quoi? Où le grand remplacement? Ce fantasme zémourien. Et on le laisse dire comme ça, dans les télés, dans les débats, CNews, vous écoutez, il y a de quoi devenir fou. Franchement, je vous ne cache pas que c'est très difficile à supporter. Or, ces jeunes, pourquoi ils sont partis? Ils sont partis, voilà, c'est le 40e anniversaire, ils sont partis de Marseille le 3 octobre 1983. Moi, j'étais pour une mission des Nations Unies à ce moment-là. Ils sont arrivés le mois de décembre à Paris, le 15 octobre. Ils sont arrivés le 3 décembre à Paris, quand même avec 100 000 personnes qui les accueillent. Et en cours de route, c'est un mouvement social extraordinaire, parce qu'en cours de route, il y a eu des débats publics avec les citoyennes et les citoyens dans les lieux de halte où ils s'arrêtaient. Et ça discutait de tout, du droit à la formation, du droit à l'information, du droit au logement, du droit au travail, du droit à l'égalité de traitement, tout simplement. Parce que les discriminations ont ceci de particulier, c'est que c'est un processus cumulatif. Si vous êtes d'une origine étrangère, vous habitez la mauvaise adresse, si vous êtes femme en plus, si vous avez une orientation sexuelle qui n'est pas la norme admise, bien vous cumulez. C'est un processus cumulatif. Si ces jeunes se sont mis en route, c'est justement pour dire, écoutez, nous sommes des citoyens à part entière et non pas des citoyens entièrement à part. C'est leur slogan. Or, les médias ont détourné cette marche pour l'appeler la marche des beurs. Quel beurre? Le beurre commence il est né dans Paris, il commence à fondre à Lyon et devient de l'huile d'olive à Marseille. Donc il n'y a pas de... Donc, si vous voulez, excusez-moi, parce que vous voyez, j'interviens, je ne fais pas de discours, parce qu'en tant que chercheur du CNRH, je dois vous faire un truc académique et tout. Non, je vous parle comme je ressens les choses et je vous les expose telles que je les comprends. Donc, du coup, ce qui était extraordinaire, quand j'observe ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, les jeunes, quand on tue un de l'autre, j'attire votre attention, mesdames et messieurs, et là c'est très sérieux, entre 1980 et 1985, 130 jeunes de moins de 30 ans, issus de l'immigration maghrébine, ont été tués dans des conditions dramatiques, parce qu'ils avaient des origines douteuses, parce que donc c'est l'intégration par le sang. Et à ce moment-là, cette jeunesse demandait la justice. Et la justice, vous savez, la figure la plus emblématique, c'est celle de Grimsey, M. Grimsey,
qui était venu de Tunisie rejoindre sa fiancée et que 3 parachutistes ont poursuivi dans le train pour le balancer ensuite sur les rails. Et ça a été catastrophique. Et moi, j'ai toujours l'image de Toufik Ouanès, 9 ans. Il jouait dehors pendant le ramadan. Un bof prend son fusil et le tire comme un lapin. Et il s'en sort avec 3 mois, avec sursis, etc. Vous imaginez cette jeunesse, à l'inverse de ce qui s'est passé dernièrement, et même en 2005, c'est que ces jeunes ne brûlaient pas les voitures de leurs voisins, ne mettaient pas le feu. Ils organisaient des associations et ils mettaient en œuvre des pièces de théâtre pour dénoncer les injustices dont ils étaient victimes. Et ça, c'est parce que cette génération-là, qu'on a appelée la seconde génération, croyait encore aux institutions, croyait encore en la justice, même si avec la police ça a toujours été un peu tendu, c'est normal, écoutez, peu. Mais ils croyaient encore à l'état de droit et se disaient, après tout, nous pouvons prétendre être traités comme des citoyens, donc avec le respect de nos droits de l'homme. Voilà. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. La génération qui vient après, c'est qu'il y a ce que moi j'appelle comme sociologue, j'observe, la perte du symbolique. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé les deuxièmes générations, ils sont directement en relation avec des parents. Ils ont une identité structurée, même si ça ne se fait jamais sans conflit, sans tension, sans la cohabitation interethnique, interreligieuse et intersociale même, eh bien, elle ne se fait pas sans conflit. Quand on est issu d'un monde différent, de cultures différentes, voire de religions différentes, les choses ne sont pas données. Il faut les construire. Il faut de la tolérance au Voltaire, s'il vous plaît. La tolérance est quelque chose qui est malheureusement de plus en plus disparaître. Alors ces jeunes, je les ai côtoyés de près. À ce moment-là, puisqu'on parle des Nations Unies, les Nations Unies m'avaient chargé, en tant que chef d'une délégation d'experts, d'un projet régional de formation justement de ces jeunes issus de l'immigration, financé par le PNUD. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais cette jeunesse, elle a été déçue. C'est la désillusion. Et ceux qui sont là, les jeunes, les classes d'âge, on ne peut pas les appeler à chaque fois une génération, les classes d'âge qui sont venues après, eh bien, elles ont été désillusionnées. Et l'aggravation de la crise, se manifestant de plus en plus sur eux, ayant un impact négatif, donc ils ont fini par évidemment avoir devant leurs yeux tout ce qui incarne l'establishment, l'ordre public, la réussite peut-être, devient pour une partie de cette population, disons, douteuse. Et il y a quelque chose qui... Donc moi je me dis, mais ce pays des droits de l'homme, pourquoi a-t-il dévissé comme ça, petit à petit, vers l'extrême, hein, les extrêmes qui ne sont jamais porteuses de quelque chose de positif pour les sociétés. Il y a une sorte de... Vous imaginez, si quand vous commencez à faire la chasse à l'autre étranger, vous n'êtes pas loin de ce qui s'est passé malheureusement dans les années 30. Vous désignez le bouc émissaire, vous l'avez, et les boucs émissaires, ça je l'ai appris, c'est Pierre Moscovici, je crois, parce qu'il y a Serge et Pierre, le psychosociologue, le psychosociologue, il disait que le bouc émissaire, on le créait dans les catégories vulnérables. Or, effectivement, aujourd'hui, bien sûr, personne ne cautionne les attentats, personne ne cautionne, enfin, je veux dire, les gens un peu sensés, versant dans une certaine logique, ne peut pas admettre qu'une religion autorise à tuer sans distinction. C'est impossible. Mais par contre, effectivement, il y a des amalgames. C'est-à-dire que si vous êtes donc d'origine pays colonisé, si vous êtes musulman, si vous êtes... Donc il y a un racisme qui se développe, et aussi l'antisémitisme qui, maintenant, on a la parole raciste. C'est ça qui est dangereux pour l'avenir, et j'attire votre vigilance. La parole raciste et antisémite, c'est libéral. On peut se revendiquer raciste, antisémite, sans rencontrer des problèmes. Or, qu'est-ce qui se passe? Je m'interroge. Je dis les droits de l'homme d'un côté. De l'autre côté, les discriminations. Pourtant, ce n'est pas
par manque de décision des Nations Unies, puisque d'emblée, les Nations Unies, dès le début, ont commencé à engager la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale, et dès 1963, ils ont commencé déjà à mettre en avant toute une série de mesures, de conventions pour pouvoir lutter contre les discriminations raciales, ethniques et aussi religieuses et autres. Et en France, il y a tout un arsenal juridique avec la loi de 1972, pardon, et donc du 1er juillet, je ne sais pas si 72, plus les conventions que la France a signées avec l'Europe, l'arsenal législatif européen, celui des Nations Unies. Malgré cela, ça n'a pas empêché les pratiques discriminatoires et le racisme ordinaire de se développer. C'est quand même quelque chose de sérieux, de grave, parce que cela porte atteinte, aux droits de l'homme, bien sûr, à la cohésion nationale et sociale, et surtout pour le vivre ensemble. Et c'est un frein terrible à l'intégration, parce que les discriminations sont un véritable fléau social qui ne permettent pas une cohabitation interethnique, interreligieuse et interculturelle apaisée. Merci beaucoup, messieurs, dames.